Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo qui sera une brève introduction à un service très connu dans Azure qui est le service de Storage Account, donc le compte de stockage. Cette vidéo, en fait, va être une vue d'ensemble où on va explorer les différentes fonctionnalités qui sont disponibles dans un compte de stockage. Compte de stockage qui est un des 5 services d'origine d'Azure, c'est un des 5 premiers sur la plateforme Azure. Et du coup, c'est un service qui a plus d'une dizaine d'années et qui a pas mal évolué, dans le temps et qui s'enrichit encore, régulièrement avec des nouvelles fonctionnalités et le but ici est d'en faire un petit tour. Alors, on va commencer tout d'abord sur, comment on va déployer, un compte de stockage. Alors, pour la partie déploiement, c'est relativement simple. On va pouvoir utiliser, soit une approche, impérative, auquel cas effectivement on va pouvoir passer le cas le plus simple par le portail d'Azure, mais également, la ligne de commande, Azure, la CLI, ou encore PowerShell, aucun souci là-dessus. Donc les 3 approches, sont possibles et sont très bien documentées. On peut également le faire de manière déclarative avec de l'infrastructure as code, auquel cas les options, sont multiples. Entre autres, on va pouvoir le faire effectivement avec les templates ARM ou le nouveau DSL qui s'appelle Bicep, qui est natif, du coup, à Azure. Donc ça, c'est un moyen de déployer effectivement des comptes de stockage. On peut bien entendu le faire, avec du HCL en Terraform et également faire, des playbooks, avec de l'Ansible, auquel cas il nous faudra effectivement, la collection Azure qui permet de faire tout ça. Point important, quand on déploie un compte de stockage, on va y mettre généralement, de la donnée, c'est le but. Il peut arriver que sur une fausse manip, un compte de stockage soit supprimé. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une option de récupération, des comptes de stockage qui ont été supprimés, sous réserve de s'y prendre vite. Vite étant dans la limite des, 14 jours. Donc dans la limite des 14 jours, si vous n'avez pas, si vous avez supprimé votre compte de stockage, vous pouvez le récupérer. Alors à cela, il y a quand même des conditions. Il ne faut pas avoir un compte de stockage, qui a été installé en mode classique, c'est-à-dire là pour le coup un vieux compte de stockage, qu'on a créé au début des années 2010. Donc il faut avoir un compte de stockage déployé, sur Azure Resource Manager et il faut également ne pas avoir redéployé après avoir supprimé le compte de stockage, un nouveau compte de stockage qui a le même nom, hein, tout simplement. On va continuer, derrière, avec, finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans un compte de stockage? Quels sont les différents objets? Alors celui qu'on va utiliser, il y a 2, il y a 2 types d'accès et d'objets qu'on va pouvoir, ou de services qu'on va pouvoir utiliser dans un compte de stockage. Principalement, on va parler de blob storage ou de file storage. Alors le file storage, donc Azure File, j'en ai dédié une vidéo spécifique dont je mettrai le lien en description et le lien en fin de cette vidéo. Et donc du coup, j'ai fait un deep dive sur la partie, deep dive, de toute façon, bref, introduction, sur ce composant-là, donc je ne le referai pas. Mais sachez effectivement qu'on peut y aller et que vous pouvez regarder la vidéo qui dure à peu près 35 à 40 minutes. Alors il y a 4 gros espaces de stockage dans un compte de stockage ou 4 manières d'utiliser le stockage. Ça peut être sous la forme de blob et je vais vous le détailler, ça peut être sous la forme de file, ça peut être également sous la forme de queue, donc de file d'attente, ou alors de table. Je n'ai pas volontairement trop passé du temps sur ces parties-là dans cette vidéo, simplement parce que les tables aujourd'hui, on a plutôt tendance à encourager d'aller plutôt vers Cosmos DB. Quant au queue, il y a d'autres services de queuing dans Azure qui fonctionnent et qui sont beaucoup plus évolués que ce qu'on peut avoir avec l'Azure Storage. Mais là encore, il faut toujours se remettre dans le contexte que l'Azure Storage est un des services les plus vieux d'Azure. Donc effectivement, au départ, quand on n'avait pas d'autres moyens de faire du queuing ou des clés valeurs, du stockage de clés valeurs, et effectivement, on avait ça à l'origine. Alors, si on prend le blob storage, c'est probablement là-dessus sur lequel je vais passer le plus de temps. Eh bien, quand on parle de blob, le blob, c'est le type d'objet de stockage assez commun au cloud. Et il existe plusieurs types de blobs. Alors, on a le bloc blob dans un compte de stockage. Donc ça, c'est parfait pour stocker du texte ou des fichiers binaires. Donc en gros, là, pour le coup, vous stockez un objet, vous prenez un fichier, une image, une vidéo, et vous allez le mettre sous la forme d'un bloc blob dans le compte de stockage. Au passage, il est possible de répliquer des blocs blob entre différents comptes de stockage
on a une mécanique qui s'appelle l'object replication qui permet de dire ben, je vais répliquer tel objet ou tel conteneur d'un compte de stockage vers un autre. Donc ça, c'est un moyen également alors déjà d'avoir une certaine tolérance sur la panne avec différents comptes de service, et vous choisissez où sont vos comptes de service. Et puis ça peut être également intéressant dans des architectures distribuées où on a besoin par exemple de la même information sur plusieurs comptes de stockage. On met l'information sur un compte et après on a un mécanisme de réplication qui va s'occuper de le dispatcher sur d'autres. On peut également avoir, donc il existe également des page blobs. Alors les page blobs, eux, sont faits principalement pour une seule raison, c'est stocker des VHD en fait de machines virtuelles dans Azure. Point. Donc ça peut aller jusqu'à 8 Tera maximum et c'est fait pour faire des accès fréquents en lecture-écriture. Donc le page blob a pour usage principalement de stocker vos VHD qui peuvent être ensuite consommés par les machines virtuelles. Là encore, si on reprend le passé d'Azure, à l'origine, quand on crée une machine virtuelle, il fallait au préalable lui créer un disque dur sous la forme d'un page blob dans un compte de stockage Azure. Et ensuite, lors de la création de la VM, on associait l'objet compute à cet objet, à ce page blob qui était dans un compte de stockage. Désormais, on le voit un peu moins, simplement parce qu'aujourd'hui, on utilise des disques manage, c'est-à-dire un objet Azure particulier de type disque, qui en fait, le manage veut dire derrière que le compte de stockage, vous ne le voyez pas, mais ça reste un page blob derrière. Et puis, dernier type de blob qu'on peut avoir, les happen blobs, qui sont effectivement des choses où on ajoute happen, et qui sont idéales pour les scénarios de login. Généralement, souvent, on va quand même beaucoup travailler avec les block blobs, sachant que les page blobs, en général, on va s'en servir un peu moins maintenant, parce qu'on a des objets de type disk manage qui sont spécifiques au resource provider qui est le compute. En termes de stockage, l'organisation en fait pour les blobs dans un compte de stockage, on va avoir une notion de conteneur. Donc on va dire que c'est un niveau d'arborescence et un conteneur. Donc vous êtes à la racine de votre compte de stockage, vous allez devoir créer des conteneurs et ce sont dans ces conteneurs, dans ces répertoires si vous voulez, que seront ensuite stockés les différents blobs, que ce soit des blocs, des pages ou des appends. Un compte de stockage, ensuite, donc savoir, c'est que quand vous écrivez la donnée dans un compte de stockage, elle est écrite techniquement dans notre data center, dans les data centers de Microsoft, 3 fois dans 3 disques durs différents, qui sont dans 3 serveurs différents, dans 3 racks différents, potentiellement dans 3 salles différentes, voire dans 3 bâtiments différents. Ça, c'est le minimum. Le minimum, c'est 3, et puis le maximum, c'est 6 si on va pas penser en géoredondance. Donc il existe tout un ensemble d'acronymes qui permettent de définir en gros le niveau de redondance qu'on souhaite avoir. Est-ce que c'est une redondance à l'échelle d'une région ou à l'échelle, par exemple, de data center? Donc le premier, le classique, c'est le LRS, Local Redundant Storage, 3 copies locales synchrones à une région, et ensuite on n'a pas de manière explicite, on ne cible pas un data center en particulier. Le ZRS, c'est le Zone Redundancy Storage, donc c'est 3 copies synchrones au sein d'une région, mais dispatchées dans des zones de disponibilité différentes. Le GRS, c'est 6 copies, 3 copies locales synchrones, 3 copies dans une autre région appairée asynchrone, soit un total de 6 copies, ce qui explique que le GRS coûte 2 fois plus cher que le LRS. Le GZRS, vous aurez compris, Geographically Zone Redundant Storage. Donc on va avoir localement sur la première région 3 copies qui sont dispatchées, 3 copies synchrones qui sont dispatchées dans des zones de disponibilité différentes, et ensuite on va avoir 3 copies asynchrones dans une région appairée géographiquement séparée. RAGRS ou RAGZRS, le RA ici c'est pour le read access, pardon. Donc ça permet en fait de pouvoir accéder en lecture aux réplicas asynchrones qui sont sur les régions appairées, tout simplement. En termes de performance, quand on va faire des comptes de stockage, on a 4 options qui existent en termes de tiering pour les performances. Le premier, le plus cher, le meilleur, c'est le premium, qui ne va fonctionner que pour le page blob, et qui sera utilisé donc pour les disques durs des machines virtuelles. À vérifier d'ailleurs s'il n'existe pas pour les blocs globaux. Ensuite, donc ça, on est basé sur du SSD. Ensuite, on va avoir le hot storage. Donc là, pour le coup, on va être basé sur des disques durs rotatifs, hein, donc avec du coup une latence un peu supérieure et puis des I/O qui peuvent être inférieurs.
Le cool storage est toujours basé sur des disques durs, mais avec un temps de latence d'accès qui est supérieur au hot storage. En gros, on a des baies particulières qui sont plutôt dans un état de stand-by qu'un état de je tourne en permanence au niveau des disques durs. Et donc, la première étape pour accéder à un bloc blob qui est sur du cool storage, c'est d'initialiser entre guillemets le démarrage des disques. Je schématise, mais en gros c'est ça, donc ça explique qu'il y a une latence un peu plus faible. Ça explique également que même si les performances sont bonnes, du fait qu'il y ait cette latence, on va mettre un coût inférieur derrière. Et le dernier qui s'appelle Archive, qui est le tiers de performance qui correspond en gros derrière, dans le data center, à des lecteurs de bande. Donc là, c'est parfait, comme son nom l'indique, pour de l'archivage. La latence d'accès, du coup, est très élevée. Par contre, le coût est très très faible. Ensuite, une mécanique intéressante à connaître, c'est la notion de lifecycle management. Si vous stockez des blocs blob sur un compte de stockage et que vous n'utilisez pas les données, si vous êtes sur un tiers hot, par exemple, vous allez payer finalement cher pour du stockage que vous utilisez peu. D'où l'intérêt du coup d'avoir une mécanique qui va permettre de déplacer les données en fonction de leur usage, donc de leur taux d'écriture ou de leur modification, et de dire bah, par exemple au bout de X temps où je n'ai pas lu la donnée ou je n'ai pas modifié la donnée, elle va se déplacer d'un tiers chaud qui est cher vers un tiers froid qui est moins cher et avec une latence d'accès supérieure. Donc on a ces mécaniques-là, ça s'appelle le lifecycle, ça va permettre de faire ces déplacements automatisés des tiers chauds vers le cool, puis ensuite vers le archive. Alors on est sur un compte de stockage, donc on a de la donnée qui est stockée, la donnée il faut la protéger, il existe pas mal de mécaniques assez classiques qui existent pour cela. La première, vous en doutez, c'est qu'on a une mécanique de sauvegarde. Donc on va en fait avoir une association entre le compte de stockage, le service compte de stockage d'Azure et le service Azure Backup qui est en charge effectivement de faire, comme son nom l'indique, de la sauvegarde. Donc on peut sauvegarder les blobs d'Azure directement via Azure Backup. On a également des mécaniques de soft delete. Alors que ce soit à l'échelle des blobs ou à l'échelle des containers, qui sont en gros des répertoires, hein, pour faire simple. Et là, vous allez définir, si vous souhaitez mettre en place du soft delete, le nombre de jours de rétention que vous voulez garder. Le soft delete n'est ni plus ni moins qu'une corbeille. Et puis, vous avez également une capacité de revenir dans le temps et de restaurer dans le temps des points, donc des containers, et donc de revenir sur des versions antérieures. Du coup, pour cela, on a une mécanique de tracking qui va permettre de versionner les blogs et on a également un change feed qui permet du coup de s'abonner aux changements pour éventuellement faire des options là-dessus. Du point de vue protocole, le blob storage, ici, on peut y accéder en fait de différentes manières. Donc c'est un objet cloud, donc on se doute bien effectivement qu'il y a un accès qui est possible en REST, donc au travers de commandes REST en HTTP, mais on va plutôt privilégier, pour des raisons de confidentialité bien entendu, de l'HTTPS. On sait également accéder au blob storage au travers du protocole NFS V3, donc ça c'est une nouveauté de l'année 2021, et très récemment, c'est-à-dire le 16 novembre 2021, on a annoncé également en preview, mais ça va arriver du coup prochainement après en General Available, le support également ou la capacité d'aller piocher dans un compte de stockage via du SFTP. Et donc on aura un SFTP as a service entre guillemets associé au blob storage. Alors on va continuer avec la partie sécurité. Alors j'ai déjà commencé à parler un peu de sécurité dans la partie data protection, mais la sécurité ce n'est pas que les backups, bien entendu, hein. Et donc là on va parler effectivement de contrôle d'accès. Alors d'abord, comment on accède à un compte de stockage, hein, ça contient de la donnée, donc c'est pas normalement open bar, bien qu'on peut rendre un compte de stockage accessible de manière anonyme. Donc généralement, on va utiliser des clés d'accès. Donc il existe deux clés d'accès sur un compte de stockage, la primaire et la secondaire, qui sont générées lors de la création du compte de stockage. Vous pouvez renouveler de manière manuelle et faire des rotations de clés. Et puis, si vous voulez pas le faire de manière manuelle, sachez qu'il est possible, avec un Azure Key Vault, de laisser faire l'Azure Key Vault, qui lui va vous faire une rotation régulière des clés de ce compte de stockage. Généralement, on va souvent utiliser ce qu'on appelle des SaaS tokens, des Shared Access Services tokens. Donc en gros, c'est simplement en fait des URL qu'on va générer, des jetons qu'on va générer avec des URL associés derrière et qui vont permettre de dire j'autorise l'accès à ce blob ou à ce container
de telle heure, enfin de telle date, telle heure à telle date, telle heure, pour de la lecture modification. Et puis donc en gros, vous allez définir les critères qui vont autoriser l'usage de ce jeton. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus granulaire, hein, et de simplifier des fois juste l'accès à un fichier, à un blob ou à un container. Donc le SAS token est vraiment à utiliser quand vous voulez limiter les accès pour des personnes particulières. On sait également, et on a une intégration avec l'Azure Active Directory, donc c'est valable pour les blobs et les queues, hein, donc de faire une authentification Azure AD pour pouvoir accéder à ça. Et puis on sait également faire une intégration avec l'Active Directory. Alors cette fois-ci on ne sera pas sur la partie, là ce ne sera pas la partie blob, ce sera vraiment la partie file, Azure File, dont je remettrai, là encore je l'ai dit, le lien dans la description de la vidéo. Donc sur la partie file d'un compte de stockage, effectivement, on peut faire l'authentification comme un filer traditionnel avec un Active Directory. Intégration Azure AD, pour l'instant, effectivement, limitée à deux sous-services que sont les blobs et les queues. Partie chiffrement d'un compte de stockage, on chiffre at rest, bien entendu, les données. Donc at rest, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les disques durs qui contiennent les données dans Azure, donc je parlais de disques physiques dans les data centers de Microsoft, sont chiffrés. Ce qui veut dire qu'on se prémunit du risque que quelqu'un volerait le disque dur, trouverait le bon disque dur, imaginons, et après pourrait lire les données. Donc tous les disques durs sont chiffrés at rest. Ils sont chiffrés avec des algos tout à fait classiques de la AES 256, c'est FIPS 140-2 compliant, bien entendu. Et puis, si vous n'avez pas confiance sur ce chiffrement at rest, sachez que vous pouvez activer également ce qu'on appelle de la double encryption. Et donc là, on va pouvoir définir ce qu'on appelle un encryption scope, dire est-ce que je veux chiffrer en plus par un deuxième chiffrement l'ensemble du compte de stockage, ou est-ce que je veux chiffrer juste une partie en fait du compte de stockage, donc à l'intérieur, genre un container par exemple. Les clés de chiffrement, alors qu'on parle d'ailleurs de l'encryption at rest ou qu'on parle du double encryption, elles peuvent être soit gérées par Microsoft, donc il est tout à fait possible de dire que pour le chiffrement at rest, vous allez venir avec vos propres clés, ou de laisser par défaut Microsoft gérer les clés de chiffrement. Donc c'est valable également. Donc quand on va avoir la double encryption, on pourra également dire les clés de chiffrement additionnelles sont gérées par Microsoft ou sont gérées par moi, client. Et si c'est le cas, donc si vous gérez vous-même vos clés, eh bien ces clés seront stockées dans un Azure Key Vault ou un Key Vault Managed HSM, qui est donc une version un peu différente d'un Azure Key Vault. C'est quelque chose de plus dédié, avec plus d'options derrière au niveau de la génération des clés. Le scénario d'usage de la double encryption, on l'a fait généralement quand on a évalué dans ces risques que potentiellement on pourrait avoir un algo de chiffrement ou des clés qui pourraient être compromises. Donc en gros, on fait c'est ceinture et bretelles pour faire une image assez simple. Bien entendu, pour accéder à toutes ces données qui sont dans des comptes de stockage Azure, comme je l'ai dit, on peut utiliser du REST, et on va l'utiliser généralement. On peut du coup également jouer sur les versions de TLS qui seront utilisées, et donc fixer par exemple l'accès en TLS sur une version 1.2 ou 1.3 minimum par exemple. Et puis en termes de sécurité, il est très très intéressant de jeter un œil, si vous n'avez jamais jeté un œil, à une solution qui s'appelle Azure Defender for Storage, qui est un service de Microsoft Defender for Cloud, anciennement Azure Security Center. Et donc cet Azure Defender for Storage, en fait, il va protéger votre compte de stockage en analysant en gros ce qui se passe dessus, en détectant des patterns d'anomalies. Donc par exemple, si le compte de stockage est utilisé en permanence depuis la France et qu'un jour tout d'un coup on a des accès qui proviennent d'un pays à l'est par exemple, on aura une remontée d'alerte qui sera un accès qui est inhabituel. Si vous avez une extraction massive de données à un instant donné qui est différente de ce qui se passe d'habitude, vous aurez une alerte. Si vous avez une connexion anonyme alors que normalement c'est authentifié, vous aurez une alerte, etc. etc. S'il y a une suppression massive de données, là encore, il y aura une alerte. Donc c'est plutôt, à mon avis, une solution à coupler si on a des comptes de stockage avec des données de production et sur lesquelles on pense que c'est assez sensible.
Partie des accès réseau, bah, la sécurité, on peut également la voir au-delà de la partie backup, au-delà de la partie chiffrement, au-delà de la partie analyse comportementale. On peut également la voir du côté des accès réseau. Alors les accès réseau, il y a plein de manières de faire, de faire dans un compte de stockage. Déjà, est-ce qu'on va passer par un endpoint public? Auquel cas, je sais pas comment déplacer ça. Voilà. Est-ce qu'on va passer par un endpoint public, hein, et donc des adresses IP publiques associées à une URL qui correspond à votre compte de stockage? Et dans ce cas-là, vous pouvez dire, bah, OK, tout le monde peut accéder à ce endpoint public. Ou alors, vous pouvez également filtrer et dire, bah non, ce endpoint public, il est utilisable, mais il est utilisable que par des applications qui sont en train de tourner dans mes réseaux virtuels dans Azure. Et là, pour le coup, du coup, vous allez définir quel est le subnet. On va cocher ça. Voilà. Quel est le subnet qui est associé. Donc du coup, quand vous allez avoir des public endpoints et que vous allez filtrer, vous pouvez dire, ben, je vais juste, c'est un public endpoint, mais il est utilisé que par des applicatifs ou des VM qui sont dans un réseau virtuel dans Azure. Il y a une connexion entre guillemets qui passe juste sur le périmètre et qui revient, mais du coup on a filtré tout ça. Et puis on a l'option de firewall également qui existe au niveau de la configuration d'un compte de stockage. Donc quand on parle du firewall, le firewall, on va lui définir des règles d'autorisation sur des CIDR ou une ou plusieurs adresses IP. À noter, c'est que le firewall a également des exceptions, et les exceptions concernent des services d'Azure. Il y en a 3 qui existent, permettre par exemple l'accès au compte de stockage, aux données de log du compte de stockage depuis n'importe quel réseau, ou lire les métriques, autoriser certains services d'Azure en fait, à aller faire des choses sur ce compte de stockage. Donc ça, c'est important. Il faut bien penser à ces exceptions-là. Si vous avez d'autres services qui sont liés, par exemple une VM qui dit bah, moi je dois aller loguer sur un compte de stockage, bah, c'est bien que la VM ait puisse accéder au compte de stockage et donc le service compute puisse y accéder. Donc souvent il y a une mécompréhension entre les, dans l'interface de paramétrage de cette partie-là réseau, ce qui mérite du coup qu'on y jette un œil. Et donc on va aller sur un compte de stockage, ici. On va prendre par exemple celui-ci, et on va aller sur la partie networking. Et dans la partie networking, on a bien effectivement cette notion de firewall and virtual network. En fait, c'est vraiment deux choses qui sont séparées. Donc là, si on est ici en Allow Access from All Network, ça veut dire basiquement que n'importe qui, depuis n'importe où, pourra accéder à ce compte de stockage. Si on met un Selected Network, ça veut dire qu'il va falloir, de manière explicite, venir ajouter ici des réseaux existants ou créer des nouveaux réseaux et dire ce réseau pourra faire ça. Et le fait de créer cet objet-là créera un endpoint dans le réseau qui permettra de faire ça. D'accord. Le fait d'avoir fait Selected Network, vous voyez que ça me montre bien deux options. Ça, c'est pour définir quels sont les VNet dans Azure qui auront le droit d'accéder à ce endpoint public. Et la deuxième partie, la partie ici, Firewall, elle est vraiment faite pour filtrer, en gros, ceux qui viennent de l'Internet. Voilà, l'Internet ou des réseaux sur site. Et là, effectivement, on va mettre des ranges d'adresses IP, on va mettre des instances, et c'est ici qu'on a les options pour les exceptions, c'est-à-dire les services d'Azure. Donc, il faut bien séparer les deux. C'est deux choses différentes. Virtual Network, c'est vraiment les objets qui sont, enfin, les ressources qui sont dans Azure et qui ont besoin d'accéder au endpoint, dans des VNet. Et le Firewall, c'est vraiment pour filtrer le reste, c'est-à-dire l'Internet et les connexions provenant d'une interconnexion sur site, avec un réseau sur site. Ensuite, on a la notion de private endpoint, où on peut faire là pour le coup du private link. Et quand on va faire du private endpoint, en fait, on va exposer le endpoint du compte de stockage localement avec un DNS privatif. Et du coup, le endpoint public sera toujours présent, mais ne sera plus utilisé en fait, mais ne sera plus utilisable. À noter, c'est que vous avez une option qui s'appelle le Connectivity Check, qui est particulièrement intéressante et qu'il est bon de connaître. Dans l'interface, c'est tout en bas dans la partie troubleshooting. Et c'est ici. Et ce Connectivity Check vous permet des choses assez intéressantes, comme vérifier par exemple que votre compte de stockage marche bien, que les endpoints sont accessibles. Donc là par exemple ici, on me dit que pour la partie Blob Storage et l'authentification Azure AD, ça a échoué, parce qu'effectivement je n'ai pas configuré ici d'authentification liée à de l'Azure AD, et donc effectivement ça ne marche pas, mais pour le reste, sur des jetons de type SaaS par exemple, ça fonctionnerait très bien ici.
La partie routing est une chose assez rigolote, hein, assez rigolote auquel effectivement on se pose pas toujours la question. Il faut savoir en fait que quand, vous êtes un client sur internet et que enfin, un utilisateur qui a besoin d'accéder à un un compte de stockage dans Azure, en fait, on a une mécanique qui s'appelle, donc qui est le Microsoft, Network Routing, qui est l'option de base sur un compte de stockage et globalement, vous allez vous connecter au premier POP, hein, le point of presence, du global network de Microsoft et ensuite, on va vous optimiser, enfin, vous rentrez à ce moment-là dans le «réseau» entre guillemets, public mais global de Microsoft et on va optimiser le routage pour vous amener en fait vers le compte de stockage. Donc ça, c'est l'option, de base, et puis on a une deuxième option, qui est l'option internet routing qu'on peut activer, qui va dire: «Bah non, en fait, cherche pas à m'optimiser les trajets en passant par le Microsoft Global, utilise le routage, des ISP, et amène-moi, en gros, sur le point d'entrée dans la région donnée, de mon compte de stockage». Alors pourquoi on prendrait une option moins optimisée, que de passer par enfin, moins optimisée que celle de Microsoft en passant par l'internet routing? La raison elle est très simple, hein, c'est une question d'argent, hein. On facture le egress dans du cloud, c'est-à-dire on facture les données sortantes et donc du coup, ce chemin de routage en fait, peut impliquer des coûts un peu supérieurs quand on est dans l'option de base. Alors c'est pas énorme, mais quand on regarde la grille de tarification des données, et on parle des données transférées, eh bien si on regarde les parties, ingress ici, on va voir qu'il y a une différence entre passer par, le global network de Microsoft. Vous voyez ici par exemple on est à 0,75 à 100 à 0,755 cents par giga et si on passe, et que le routing, est fait plutôt par l'ISP, sans optimisation particulière, le coût est légèrement plus faible. Pour la majorité des cas, vous ne verrez pas trop la différence, mais sur des scénarios, où il y a beaucoup d'égresses et cetera, ça peut avoir son impact, donc c'est bien de savoir que cette option existe. Niveau chiffrement, pour le chiffrement des communications, donc on encourage à laisser l'option de base par défaut qui s'appelle le Secure Transferred, qui veut dire basiquement qu'on va utiliser en gros, de l'HTTPS et sur cet HTTPS, on va pouvoir effectivement, cibler quelles sont les versions de TLS qu'on va accepter ou non. Si on utilise de l'Azure File, là dans ce cas-là, on va faire du SMB, SMB3 et donc ce SMB3, a la propriété d'avoir ce qu'on appelle le SMB encryption, donc la capacité de chiffrer, le payload. Et là encore, si on veut vraiment être très précis, en fonction des versions de SMB3, qu'on soit sur du SMB3 0 ou 3.1.1, on n'aura pas forcément les mêmes algos derrière et les mêmes niveaux de clés. Et donc ce sont des paramètres ici qu'on peut cibler de manière assez granulaire quand on veut vraiment avoir le maximum de sécurité sur les chiffrements en transit. Partie monitoring, c'est un service Azure, donc rien d'extraordinaire. Il génère des logs, il génère des métriques. Tout ça va partir, donc les logs vont partir généralement vers de l'Azure Log Analytics. Les métriques vont partir dans la partie métrique d'Azure Monitor. Et ensuite, eh bien, on aura un joli crunching de ces données dans Azure Monitor, dans une partie qui s'appelle les Insights for Storage, qui sont assez intéressantes parce qu'elles vous permettent d'avoir une vue globale de l'ensemble de vos comptes de stockage. Donc je prends ici par exemple, j'ai 39 comptes de stockage et je sais par exemple que ce compte-là est celui qui a le plus de transactions, avec les latences derrière, etc. Ça me permet également de voir si j'ai des erreurs qui ont pu avoir lieu sur ces comptes-là, et je peux également voir la capacité, donc le remplissage de ces comptes de stockage. Donc là, par exemple, si effectivement j'ai un compte de stockage avec 65 Go, alors que les autres en ont assez peu, et je vois également que mes transactions sont plutôt sur la partie file, un petit peu moins sur la partie blob, bien que j'en ai un petit peu quand même également. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Vous voyez qu'ici on est dans l'interface d'Azure Monitor et qu'on est dans la partie Insight spéciale sur la partie Storage. Une autre option rigolote qui est arrivée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le Storage Browser, qui est en fait dans l'interface d'administration d'un compte de stockage et qui vous permet là encore d'avoir pour un compte donné, donc là je suis dans mon compte Azure File Sync Stan, et pour un compte donné, en fait, on a un résumé globalement de l'ensemble des ressources, combien on a de containers dans ces blobs, combien on a de blobs à l'intérieur, quelle est la volumétrie, idem pour les file share, les queues, etc. Donc ça, c'est assez intéressant pour avoir une première idée, et puis ensuite, eh bien, on peut faire une exploration de tout ça, et aller faire un tour à l'intérieur éventuellement si on veut explorer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, visiblement, il n'y a pas grand-chose.
Alors là, je vous ai parlé de données, bah, les données, faut les amener dans Azure. Donc comment on va amener les données, dans un compte de stockage Azure? Comment on va migrer ou les copier, simplement? Là, les options sont assez multiples, en fait. On va avoir, alors première chose, l'Azure Storage Explorer, qui est ni plus ni moins, en fait, qu'une interface, graphique, donc un file explorer qui fonctionne sur, Windows, Linux et Mac. Et qui permet dans une interface de type explorateur de fichiers de faire de la copie d'un compte de stockage vers un autre, ou de votre machine vers un compte de stockage, ou d'un compte de stockage vers votre machine. Euh, Azure Storage Explorer il ne reste qu'une interface graphique qui va s'appuyer derrière sur un moteur qui est une CLI qui est AZCopy, donc on va dire le robot copy pour Azure, hein, pour ceux qui connaissent le monde Windows. Et donc ça c'est un outil en ligne de commande qui vous permet de faire vraiment beaucoup d'options. On peut également, si on a des grosses volumétries, on peut, ça c'est une option historique, venir avec des options d'import-export, où en fait vous fournissez vos disques durs, vous les préparez et vous les envoyez en fait à nos équipes qui ensuite les injectent dans le data center. Ça, c'était l'option où il fallait effectivement, le client doit fournir son matériel de stockage qu'il envoie. Il existe désormais depuis quelques années ce qu'on appelle les data box, où là vous avez deux options en fait pour faire la partie on va dire import de données. Option offline, eh bien en gros, vous commandez un Azure Databox Disk ou un Databox AV, vous les remplissez, et puis donc vous les commandez à Microsoft, on vous les livre, vous les remplissez, vous nous les retournez, et on met les données qui ont été mises dans ces équipements directement sur le compte de stockage. Azure Databox Disk, c'est ni plus ni moins en fait que des SSD avec un câble, enfin des SSD standards que vous allez soit brancher par USB, soit directement brancher dans vos ordinateurs. Et on parle ici de SSD de 8 Tera, et on peut, sur une seule commande Azure Databox Disk, commander jusqu'à 5 disques, soit une charge utile en fait derrière de 32 Tera. Si on a plus de volumétrie à envoyer dans Azure, donc on va dire dans les 80 Tera, on va commander plutôt un Azure Databox disque, Databox, tout simple, voilà. Donc là, pour le coup, ce sera un filer, c'est un serveur durci qui va arriver sous la forme d'une boîte que vous allez brancher à votre réseau. Et puis, si vraiment vous avez beaucoup, et là on parle de pétas de données, là on va prendre ici un Databox Heavy, tout simplement. On peut également envoyer les données via le réseau, si vous avez un bon réseau, de manière online. Donc on peut utiliser pour cela un Azure Databox Gateway, qui est en fait une machine virtuelle, soit sur Hyper-V, soit sur VMware, qui est un filer sur lequel vous allez simplement copier de filer à filer, par exemple, vos données. Et puis ce Databox Disk va envoyer directement via le réseau, dans le compte de stockage qui va bien, les informations. Si vous voulez traiter au préalable les données, genre par exemple ce sont des données de caméra ou de l'IoT, etc., on a un produit qui s'appelle Azure Stack Edge, dont l'ancien nom était Azure Databox Edge, justement, voilà, et c'est juste qu'ils ont changé de nom, et qui lui, en fait, en plus de transférer en direct vers un compte de stockage, va traiter la donnée avant, traiter la donnée avec du compute local, donc une application qui sera soit instanciée sous la forme de conteneur, soit de machine virtuelle. On peut également migrer ces données simplement, si on a un filer, si on a un filer Windows, en installant en fait un composant qui s'appelle Azure File Sync, qui permet de synchroniser entre un ou plusieurs serveurs Windows les données à destination d'un Azure File sur un compte de stockage. Donc là, on est vraiment ici que sur la partie file. Azure Data Factory est également un moyen d'ingérer la donnée et de l'envoyer ensuite dans le compte de stockage. Et puis ensuite, PowerShell, Azure CLI sont également des moyens pour faire des opérations là-dessus. Et puis le petit dernier, SFTP, qui est arrivé effectivement en novembre 2011, en preview, et qui permet également d'envoyer des données dans Azure directement via ce protocole. Protocole un peu ancien, mais qui a le mérite d'exister. Déploiement management, ça on l'a vu tout à l'heure. Gestion des data. Alors gestion des data, vous avez également une notion de blob inventory qui existe. Donc quand vous allez avoir plein de blobs, peut-être que vous avez envie de pouvoir explorer un petit peu tout ça, de faire un inventaire pour retrouver vos petits ou proposer un catalogue. Donc on a une fonction qui permet du coup d'inventorier les blobs et les containers qui sont dans un compte de stockage. On fournit un schéma custom qui permet ensuite de filtrer ce qu'on veut récupérer comme information. Et le output de tout ça va arriver sous la forme de fichiers CSV, de l'Excel quoi, ou de l'Apache Spark. Ensuite, on a également des manifestes qui sont fournis, et donc on a des événements également Azure Event Grid qu'on peut utiliser après pour chaque rapport d'inventaire qui est fait sur une base régulière.
Pour les opérations classiques, de création, lecture, mise à jour, suppression, le CRUD, là encore, on revient sur les outils qu'on peut utiliser pour la migration, mais ça reste des outils, de gestion, globalement, de ce qu'il y a dans un compte de stockage. Azure Storage Explorer, ZCopy et Other, parce que finalement, il y a aujourd'hui une palanquée d'outils, externes qui savent utiliser les API, d'Azure Storage pour faire des opérations à l'intérieur. Alors, je n'avais pas parlé, de la partie d'une autre, fonction un peu rigolote et annexe, des comptes de stockage, qui est la capacité, sur un compte de stockage, d'héberger en fait un site web statique. Donc site web statique, ça veut dire du contenu, statique, HTML, CSS, du JavaScript qui sera exécuté, à mes côtés clients et puis des images. Donc on peut en fait utiliser, pour un coût très, très, très modique du coup, si on a un petit site web statique, juste institutionnel où il n'y a pas grand chose, on n'a pas forcément besoin d'avoir un container, une VM, un app service. Des fois simplement en fait un static website d'un compte de stockage peut, largement suffire pour faire ça. Ça vaut le coup d'y jeter un œil et c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'il nous reste? Je crois que j'ai pas parlé d'argent. On va parler d'argent pour terminer. Combien tout ça coûte, ou quels sont les bons outils? Alors tout d'abord, toujours connaître, l'Azure Calculator. L'Azure Calculator va vous permettre en fait d'estimer, pour un compte de stockage, ce que ça va vous coûter. Donc, bien cibler la bonne région. Là, vous choisissez le type de compte de stockage. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on a il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans un compte de stockage. On peut faire du blob, on peut faire du file, on peut faire des tables, etc. Ensuite, le tiers ici, le tiers, eh ben, ce sera est-ce qu'on est sur du standard HDD, ou sur du premium. Voilà, donc on peut être sur du standard. Et si on est sur du standard ici, on va pouvoir choisir est-ce qu'on est sur un compte, General Purpose V2 ou V1. Donc le V1, ça c'est les comptes classiques, on n'aurait plus trop les voir aujourd'hui, hein. Et les blob storage, c'est juste un compte de stockage qu'on a limité à la fonction de blob storage. Généralement, la plupart des gens vont utiliser un GPV2 et ensuite on choisit ici, pour estimer combien ça va coûter, l'access tier, est-ce qu'on sera en hot, en cool ou en archive, le niveau de redondance, donc on retrouve, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la capacité, maximum qui sera stockée et ensuite, alors point intéressant qu'on va voir juste après, mais on peut réserver à l'avance en fait du stockage si on a des grosses capacités et du coup, si on réserve, eh bien ça va coûter beaucoup, ça va coûter beaucoup moins cher, hein, si effectivement on s'engage sur 1 an ou sur 3 ans. Ensuite, dans le calcul, c'est un peu compliqué cette partie-là, c'est le nombre d'opérations qu'on va faire. Parce que le nombre d'opérations, donc les entrées-sorties, hein, basiquement, vont avoir un impact derrière. Donc c'est toujours difficile à estimer cette partie-là dans une facture prévisionnelle. Quand on a un peu plus quand on a des données, en réel depuis quelques mois, c'est plus simple, mais avant, c'est toujours difficile, sachant que ça dépend vraiment du code qui est fait derrière. On peut avoir du code qui va être, mal optimisé, qui va par exemple relister chaque fois un répertoire avant d'écrire dessus et d'autres qui le font pas. Donc ça, c'est, effectivement, c'est la partie délicate pour estimer combien ça coûte, mais vous voyez que c'est pas des coûts qui sont énormes, et là on parle ici, de choses qui sont pour 10 000 opérations. Que dire de plus? C'est à peu près tout, là-dessus. On a déjà, pas mal de choses, avec l'Azure Calculator et puis, je vous en ai parlé, hein, on peut également avoir donc de la réservation, sur le stockage et donc on va réserver, de la réservation hop, sur des comptes de stockage standard ou du Data Lake Gen 2, enfin les 2 vont dire la même chose et donc du coup sur cette réservation, vous allez pouvoir, donc utiliser le hot, le cool ou le archive et pour ces différents, types de stockage. Donc vous voyez ici qu'on n'a pas, les comptes de stockage de type classique, simplement parce que c'est les anciennes générations et que ça s'applique pas. Les blocs de capacité, c'est des réservations, on les fait à partir de combien? On commence à penser réservation quand on va à l'échelle d'un abonnement Azure, par exemple, consommer, plus de 200 téraoctets, hein, ou plus de 1 péta. Donc ça, c'est des tranches de capacité, de stockage qu'on va acheter et qui ensuite seront réassignées sur l'ensemble des comptes de stockage d'un abonnement Azure. Hop! Et voilà, eh bien, on a fait, cette brève introduction, ce grand tour des comptes de stockage, dans Azure. Je vous remercie de votre attention pour cette vidéo. Je vais mettre le lien, vers, la mind map, là encore dans la description et puis pour ceux qui veulent le fichier pour pouvoir le retravailler de leur côté, et bien n'hésitez pas à me le demander, simplement, par un petit commentaire
et puis, je ferai tout ça. Pour ceux qui se posent la question de quel outil j'utilise pour faire, ces schémas, j'utilise un outil qui s'appelle SimpleMind, tout simplement, qui est un petit utilitaire pour faire des cartes heuristiques. Bonne journée à tous, et à bientôt, et je vous mets le lien quelque part par là ou par là, vers la vidéo sur la partie, file storage qui vous permettra, du coup, de voir, toutes les spécificités liées à la partie Azure File, c'est-à-dire juste le composant, filer d'un compte de stockage Azure, et là vous le voyez, hein, encore il y a, pas mal de choses. À bientôt et au revoir.